passe donc la parole à nos deux rapporteurs sur ces travaux qu'ils ont réalisés dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle qui débute. Monique Bonjour à tous. Compte tenu de l'horaire, je vous remercie d'être présent à nos côtés pour entendre ce rapport sur les chambres de commerce, mais nous allons peut-être faire quelques coupes dans ce que nous avions envie de vous dire. Donc on vous renvoie à une lecture approfondie de notre texte. Je veux simplement rappeler qu'il s'agit non pas d'un rapport d'information, mais d'une mission d'évaluation et contrôle de la Commission des finances, qui était destiné à dresser un bilan des réformes qui ont été engagées à la fois sous cette majorité en termes de financement, mais aussi sous l'ancienne majorité qui avait proposé les lois de 2010 et de 2005, dont mon illustre collègue est co-auteur. Alors, elle répond surtout à une demande forte des parlementaires à l'occasion, vous le rappelez, de l'examen du budget pour 2015. Nous avons dressé un bilan des premières mesures d'économie réalisées suite aux prélèvements et aux baisses de taxes pour frais de chambre en 2014 et 2015. La MEC a finalement décidé d'aborder la situation des 3 réseaux consulaires, CCI, CMA et Chambres d'agriculture, avec un focus particulier sur les chambres de commerce et d'industrie, compte tenu sans doute de leur poids dans cette affaire. Les 3 chambres consulaires sont confrontées aux mêmes problématiques, même si, les réseaux étant très différents, ils n'abordent pas ces questions tout à fait de la même manière. Je dois à la réalité de vous dire que nous avons bien entendu, comme traditionnellement, auditionné des cabinets ministériels, administrations, Cour des comptes et syndicats. Nous nous sommes appuyés sur les travaux précédents, estimant que les rapports ne doivent pas rester dans les tiroirs, mais également sur les possibilités offertes par l'article 22 de la loi de programmation des dépenses publiques, qui fait une revue des dépenses que je vous invite tous à consulter, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à tout cela. Et nous attendons, en complément de nos travaux, un rapport qui a été voté la demande d'un rapport qui a été voté lors de la dernière loi de finances. Nous avions demandé au gouvernement le point sur les dispositions que nous venions de prendre sur les dispositions que nous venions de prendre s'adressant aux chambres. Donc ce rapport est attendu dans les prochaines semaines. Il ressort de ces échanges que la plupart des chambres ont pris la mesure des attentes de leurs ressortissants et essaient d'adapter leurs pratiques. Toutefois, le plafonnement des taxes affectées et les récents prélèvements ont donné le sentiment non seulement de ne pas être accompagnés dans cet effort de modernisation, mais aussi un manque de reconnaissance de leur place de corps intermédiaire. Les relations entre les réseaux et les pouvoirs publics doivent pouvoir être restaurées pour que les réformes à mener fassent l'objet de plus de concertation et qu'une feuille de route claire soit édictée entre tutelle et chambre. Enfin, d'autres points d'attention méritent d'être soulignés. Tous les réseaux à des niveaux différents rencontrent des problèmes de gouvernance et de représentativité. Le statut des personnels des chambres pose également un certain nombre de difficultés et mériterait une étude séparée. L'évaluation, enfin, des services proposés aux ressortissants est encore insuffisante. Ces différents points nous ont amenés à formuler plusieurs propositions et je vais tout de suite vous faire la première. Et puis ma collègue... Pardon. Tout de suite. Je voudrais remercier Monique Rabin d'avoir fait cette synthèse et dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec elle et rappeler 2 éléments. D'abord, on voit dans le constat qui a été fait que l'application des différents textes, et notamment de la loi de 2010, reste à parfaire et qu'il y a encore un travail de culture. Vous verrez dans les annexes un questionnaire que nous avons diffusé. Il est assez intéressant de regarder les réponses en ce qui concerne la capacité à accepter encore des évolutions, notamment de fusion entre les différentes chambres. Et pourtant, nous voyons bien que nous sommes à un moment tout à fait important, puisque la régionalisation et la nouvelle carte des régions françaises conduira bien évidemment un certain nombre de territoires à travailler ensemble et donc à fusionner et donc à se repencher sur l'organisation. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la relation avec la tutelle. Nous avons été particulièrement interpellés sur la médiocrité, pour ne pas dire la faiblesse,
de la relation qui existe entre la tutelle et les chambres, avec une incapacité, soyons clairs, à connaître réellement les attendus des uns et des autres. On peut contrôler, mais pour contrôler, encore faut-il connaître. Et là-dessus, il est absolument indispensable d'avancer en termes de dialogue de gestion. C'est un dialogue de gestion bien compris qui permettra d'avancer. J'ose dire que ça n'existe pas au moment où nous nous parlons. Le troisième élément qui a été difficile, toutes les auditions que nous avons conduites avaient entre autres pour objet d'essayer de regarder comment finalement les prélèvements qui avaient été faits sur fonds de roulement d'un côté, la baisse de la taxe affectée d'un autre côté, avaient réellement impacté l'évolution des chambres. Je dois dire qu'il est difficile de mesurer au quotidien. On a entendu que des projets ne se faisaient pas, on a entendu des choses en matière d'investissement. Je voudrais dire qu'en élément de contexte, il est plus compliqué de voir en matière de fonctionnement comment les choses vont se passer. Vous connaissez en fait la grande hétérogénéité des différentes chambres. Rien à voir entre une chambre avec des activités portuaires ou aéroportuaires et une chambre sur un territoire qui n'a pas ce type d'activité. Pour autant, toutes ont par exemple des missions en matière de formation et il faudra que nous soyons très vigilants sur les conséquences. Moi, j'ai été, là encore, en élément de contexte, très interpellée d'entendre que certaines chambres n'auraient potentiellement plus les moyens de se mettre aux normes pour accueillir telle ou telle formation. Je pense qu'il faut que là-dessus, et c'est là où je reviens sur le dialogue de gestion avec la tutelle, pour bien mesurer les missions des uns et des autres et la nécessité qu'il y a à permettre de s'adapter et de rester performant. Je voulais juste donner ces quelques éléments de contexte qui est le vécu des auditions que nous avons menées ensemble pour maintenant venir aux propositions qui sont les nôtres. Alors, la première proposition tient à la gouvernance de la tête de réseau. Alors, on commence par les chambres de commerce. Donc, ça tient à la mission et à la gouvernance de la tête de réseau. Donc, CCI France, pour rappel, a été confortée à la tête du réseau par les lois de 2005 et 2010. Et nous avons constaté les difficultés qu'il pouvait y avoir pour la tête de réseau à impulser non seulement un rôle d'animation, mais aussi à mettre en place des audits précis sur les sujets d'intérêt propre au réseau. Alors, nous souhaiterions effectivement, et là je vais reprendre plus en détail dans ce qui a été finalement dit tout à l'heure, c'est-à-dire il convient que la tête de réseau améliore et approfondisse les échanges d'informations avec la tutelle sur l'activité des chambres à partir d'indicateurs partagés. Je voudrais à ce sujet rappeler que lors du vote de la loi de finances l'année dernière, nous avons été nombreux à souhaiter être équitable en matière de répartition de l'effort. Nous avons eu beaucoup de difficultés à le faire parce que la tutelle n'avait pas les éléments et les chambres étaient réticentes, et le mot est un peu faible, à donner les éléments. Aujourd'hui, il existe, et je veux le saluer parce qu'il ne faut pas qu'on regarde le passé, il existe un logiciel qui s'appelle le Cube et qui est un extraordinaire élément de comptabilité analytique qui permet pour chaque chambre de savoir la part d'activité marchande, la part de formation, la part d'investissement. Si nous avions eu ces éléments l'année dernière, je pense que nous ne serions pas dans la même situation aujourd'hui. Donc, regardons les choses donc de manière positive. Il y a des améliorations qui ont été apportées autour de CCI France. Nous pensons que actuellement, il n'est pas possible d'augmenter les moyens de cette tête de réseau, même si je souhaite vraiment insister là-dessus. Les moyens sont faibles. 0,8% du budget global des chambres, alors que, si vous voulez, du côté des CMA, c'est 2,5%, et du côté de l'agriculture, il y a beaucoup plus de moyens donnés à la tête de réseau, on est à 4%. Alors là, vous imaginez que si nous avons été vraiment d'accord sur les diagnostics toutes les deux, il y a des différences d'approche, et moi, ma première proposition, en tant que rapporteur de la Commission des finances, je proposerais qu'une quote-part de la taxe pour frais de chambre soit affectée directement à la tête de réseau, qui aujourd'hui dépend d'un dialogue. Vous imaginez qu'en chaque année, elle doit dialoguer avec les différentes chambres régionales pour pouvoir constituer la recette qui va lui permettre d'animer le réseau. Donc, moi, je suis pour qu'on renforce cette situation de CCI France. Bon, ma collègue a un avis différent, je vais la laisser s'exprimer. Alors, revenons sur ce sujet. Il s'agit donc du sujet du fonds de péréquation.
la première question qui se pose, c'est qui gère le fonds de péréquation. Quand vous verrez, là encore, dans l'étude qui a été faite auprès des chambres, on voit qu'en ce qui concerne les chambres territoriales, la majorité souhaite que ce fonds de péréquation soit géré par CCI France. En revanche, les chambres régionales préféreraient le gérer elles-mêmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les frais de structure sont un sujet partout, dans toutes les, que ce soit les chambres ou dans tous les organismes, et que quelque part, augmenter à ce stade le financement de CCI France est quelque chose qui donne un signe qui est plutôt négatif à un moment où on attend que chacun soit vigilant. Derrière, à eux de s'organiser en matière de mission. C'est-à-dire que si demain, il y a une mutualisation nationale et que, par exemple, le réseau dit à CCI France, c'est à vous de gérer le fonctionnement au niveau national, à ce moment-là, l'action peut apporter un supplément de fonctionnement. Mais n'oublions pas, et on le voit quand on regarde un peu finement le réseau, qu'aujourd'hui, la taille de CCI France est finalement relativement faible par rapport à, par exemple, la CCI Île-de-France. Donc là-dessus, attention aux doublons, regardons rationaliser les missions et en fonction des missions. Mais personnellement, je ne pense pas que dans le contexte, il convienne d'abonder le fonctionnement de CCI France. Et donc moi, je resterai sur le fait qu'on est d'abord sur de l'organisation avant d'octroyer un supplément de financement. Peut-être qu'on peut passer dans le... Je suis obligée de revenir sur un petit point. Moi, je ne propose pas d'augmenter le fonds pour CCI France, mais de changer le mode de financement, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une participation des régions, nous prélèverions directement, sans en augmenter le volume, sur la taxe, sur la TFC. Alors moi, je considère que tout doit aller au maximum vers les entreprises et pas sur le fonctionnement. Bien, donc le débat existe et il sera donc poursuivi. Très bien, Madame la rapporteure, continuez. Deuxième point, c'est rationaliser la carte consulaire. Je vais aller un peu vite parce qu'on l'a évoqué dans nos propos liminaires. Notre idée, c'est bien évidemment de dire que la réforme territoriale ne doit surtout pas se caractériser par un échelon supplémentaire, mais au contraire que nous puissions avoir un travail important qui permette en fait que les différentes chambres territoriales s'organisent de façon à ce qu'on puisse avoir une carte consulaire qui corresponde à la pertinence économique du territoire. C'est pour nous un élément majeur. Le deuxième point, c'est de redéfinir les relations entre tutelle et réseau. Là aussi, nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans nos propos liminaires, avec pour nous, par exemple, l'utilisation des outils de comptabilité analytique et de suivi de la performance, la mise en œuvre par le réseau pour améliorer et approfondir les différents échanges d'informations. Nous pensons également qu'il faut mettre en œuvre dans leur intégralité les engagements pris dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance par l'État et les chambres, de façon à ce qu'on puisse avoir un engagement dans la durée de la part de l'ensemble des signataires et qu'on ait plus de transparence et surtout plus de réactivité pour restaurer un dialogue constructif. Et enfin, il nous paraît important que nous puissions avoir un bilan annuel de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mises en place entre les CCI régionales et l'État, ce qui sera à ce moment-là une vraie photographie de l'action qui se passe réellement sur les territoires. Je reprends la parole pour insister sur le fait que dans le fait de rationaliser la carte consulaire, il y avait des mesures qui avaient été votées dans le cadre de la loi croissance et activité, qui ont été sanctionnées par le Conseil constitutionnel car elles étaient déconnectées de la première présentation de la loi par le gouvernement. Et donc, nous proposons que ces dispositions soient reprises dans un projet de loi, ce qui devrait être le cas avant la fin de l'année. Et toutes les deux, nous insisterons que ce soit fait à la fin de l'année, afin que les chambres puissent bénéficier de ces mesures dès l'année 2016, donc sans attendre. Nous arrivons au renforcement des relations avec les collectivités territoriales. Là encore, il nous paraît indispensable d'encourager le rapprochement des acteurs en charge d'animer la vie économique d'une même région. Conférer ce que vient de dire Monique sur le texte qui devrait venir avant la fin de l'année. Et pour nous, les conventions devraient être déclinées à des niveaux infrarégionaux. Nous pensons bien évidemment au rôle des métropoles, des grosses communautés urbaines et à la notion de bassin de vie. On sait combien les chambres réagissent très souvent à l'échelle des bassins de vie. Nous pensons qu'il faut également garantir que les différents schémas régionaux reposent sur des audits précis des différentes compétences
présentes sur le territoire. Et enfin, nous pensons qu'il est important d'accompagner la modernisation du réseau. Pour cela, nous pensons qu'il faut constituer un fonds de modernisation qui aurait un caractère incitatif. L'idée étant en fait d'aider les CCI qui s'engagent dans le processus de mutualisation à disposer de moyens supplémentaires pour les mener à bien. Alors rassurez-vous, on est parfaitement conscient que dans le contexte actuel, il n'est pas question d'aller donner des subventions supplémentaires. Il s'agirait d'utiliser la fameuse péréquation qui permettrait d'accompagner les CCI dans les démarches qui sont les leurs. Nous pensons également important de mutualiser les moyens et les compétences des collectivités territoriales, des CCI et des CMA autour de projets communs. Vous verrez dans le rapport, on a eu l'occasion d'écouter des expériences extrêmement intéressantes. Et c'est là qu'on retrouve l'importance entre finalement la tutelle et les chambres, parce qu'il y a des expériences qui peuvent être mises en lumière et mutualisées à l'échelle du territoire sur des rapprochements qui existent. Il y a différentes expériences très intéressantes de mise en commun de moyens qui font avancer les territoires et qui accompagnent les entreprises. Et enfin, dans le cadre des mutualisations, nous pensons qu'il faut transformer les antennes des chambres existantes sur les territoires en pôles d'activité interconsulaires, notamment avec métiers et artisanat, et associer à ces pôles les services des collectivités territoriales. Donc réellement, optimiser les services qui tournent autour de l'action de l'entreprise, évitons les redondances et permettons d'additionner les moyens. Je pourrais rajouter qu'en toile de fond, il y avait cette question de savoir si les chambres consulaires devaient fusionner ou non, chambres de métier et chambres d'artisanat. Très clairement, nous ne sommes pas pour cette fusion, car il y a une spécificité à l'artisanat qui ne peut absolument pas se retrouver dans le mode de fonctionnement et les missions des chambres. Donc nous avons trouvé d'autres modèles qui existent. Nous avons vu par exemple en Loire-Atlantique la constitution d'une association qui s'appelle les 3C, les 3 chambres, et donc tout ce qu'ils peuvent avoir en commun, ils se retrouvent là sans qu'on soit obligé de bouleverser les organisations. Je vais passer maintenant aux recommandations sur les missions et sur le financement des CCI. Il sera vraiment urgent de mettre en place un groupe de travail avec les chambres et la tutelle. Je voudrais revenir quand même sur cette affaire de tutelle. C'est vrai que j'étais un petit peu frappée par à la fois la demande de plus de tutelle, mais aussi de mieux de tutelle, on va dire. Il faut dire que c'est inhérent au statut. On aurait pu insister sur l'autonomie obligatoire des chambres. Ce sont des établissements publics. Et donc, la tutelle a beaucoup de difficultés à effectivement faire un peu d'ingérence dans tout ça. Mais en reprécisant le champ de mission des chambres et celui de la tutelle, je pense qu'on pourrait travailler un petit peu plus sur les évolutions nécessaires. On a pu constater, parce que j'ai envie aussi d'étayer tout ça d'exemples, on a constaté que certaines chambres avaient gardé des missions très traditionnelles sur le territoire français, dans leur grande diversité. Certaines sont aménageuses, d'autres sont très centrées sur la formation, d'autres se veulent incubateurs du futur. Et donc, je pense que cette précision devient indispensable. Il y a aussi nécessité, par le biais de dispositions réglementaires, de bien séparer les activités marchandes des activités de service public. Et enfin, de mettre à disposition des autorités de tutelle. Ça, il faut vraiment que les chambres s'y engagent sur leur comptabilité analytique et donc sur leur mission dans le détail. Merci. Alors, on arrive sur la nécessaire visibilité pour les chambres sur l'évolution de leurs recettes fiscales. Je pense que nous sommes un certain nombre à avoir déjà été sollicités, notamment par la CCI de Paris et Île-de-France, sur le PLF, ou tout au moins sur ce qui pourrait arriver dans le PLF. Donc, très concrètement, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il est important qu'on puisse conditionner toute nouvelle mesure d'économie à la conduite d'un dialogue constructif avec les chambres, car on revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur les relations avec la tutelle. Je pense qu'un meilleur dialogue avec la tutelle permettrait d'avoir plus de lisibilité sur la façon dont les choses se passent. Nous pensons qu'il est important de ne pas opérer de nouveaux prélèvements sur fonds de roulement des chambres au titre des prochaines années. Nous sommes parfaitement conscients que l'argent public n'est pas là pour dormir, mais vous verrez, il y a dans le rapport un point qui a été fait sur globalement les fonds de roulement des différentes chambres. On verra que certaines
peuvent être en difficulté. Il y a quelques exceptions à l'excès inverse, c'est vrai. Je pense notamment à une dans l'Est qui a un fonds de roulement important. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des chambres et je crois que ça mérite vraiment d'être regardé et passé au peigne fin. Moi, je considère, et on revient sur notre différend avec Monique Rabin, que toute nouvelle baisse sur les recettes affectées qui, quelque part, ne respecterait pas la trajectoire de baisse globale des plafonds poserait problème. Et c'est pour cela que, personnellement, je pense qu'il faut le stopper. D'autant plus que je suis très attachée personnellement, et ça a été une des choses qu'on a entendues pendant les auditions, que l'argent des entreprises retourne vers les entreprises. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce à quoi on a assisté dans le PLF pour 2015. Et donc, c'est vraiment un élément tout à fait important. Monique a une autre lecture que je lui laisse exprimer. Soulignons les points d'accord. Effectivement, nous pensons qu'il est inutile aujourd'hui de retourner chercher au fond des tiroirs sur le fonds de roulement. Ce serait catastrophique pour les chambres. Sur la taxe, sur une nouvelle baisse de la taxe sur les chambres. C'est un article que nous avons voté dans la programmation des dépenses publiques. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est discuter avec le gouvernement sur le niveau de ce nouveau prélèvement, de cette nouvelle baisse de TFC, en rappelant que la TFC revient quand même toujours aux entreprises. Je voudrais aussi dire que si cette baisse a eu un impact incontestable, et nous sommes d'accord dans le diagnostic, à la fois sur les investissements des chambres, à la fois sur l'emploi, nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a eu réellement un impact. Moi, je voudrais quand même rappeler que les ressources propres des chambres proviennent d'abord des activités marchandes à travers leur chiffre d'affaires à hauteur de 36%. Ensuite, c'est la TFC et ensuite, ce sont les subventions. Donc, quand les chambres se trouvent plus ou moins en difficulté, il y a aussi une question qui tourne autour de leur chiffre d'affaires. Alors, moi, je propose effectivement qu'on aille sur cette trajectoire des dépenses publiques et peut-être qu'on discute avec le gouvernement sur le niveau de la baisse. C'est voilà le point de détail qui peut nous séparer. Alors, nous arrivons en fait à une conclusion commune qui est de fixer une trajectoire pluriannuelle d'économie qui doit prendre en compte les conclusions d'une revue de dépenses que le réseau réalise lui-même. Il a un outil de pilotage pour le faire qui nous est apparu d'ailleurs assez performant sur le sujet. Le troisième point, c'est de rationaliser les moyens humains tout en préservant l'emploi. Et nous pensons que là aussi, dans les relations entre la tutelle et les chambres, il y a un vrai travail à faire sur la situation des personnels des chambres en concertation avec les chambres. Et il y a probablement des choses à faire en matière notamment de mise en œuvre du plan emploi, de statut, d'évolution des rémunérations de certains personnels qui peuvent effectivement mériter d'être regardés. Nous pensons également que l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture doit s'appuyer sur les compétences que lui donne l'article L513-1 du Code rural et de la pêche pour élaborer la stratégie du réseau et apporter un appui méthodologique aux chambres qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui. Et il nous paraît également important de signer un contrat d'objectifs et de performance entre la PCA et l'État et de le décliner dans des conventions d'objectifs et de moyens au niveau régional, même si on peut d'ailleurs remarquer, je crois qu'il est important qu'on le souligne, que depuis la loi de 2010, les chambres de métiers ont beaucoup avancé sur leur réorganisation avec, dans certains départements, dans certaines régions, des approches régionales qui ont considérablement avancé. Nous arrivons aux recommandations sur les missions et sur les moyens. Sur les missions, nous pensons que dans l'exercice de la mission de développement agricole, mieux coordonner les activités du réseau avec les instituts techniques est quelque chose de tout à fait important et que les relations entre le réseau et les centres régionaux de propriété forestière mériteraient d'être clarifiées. Sur les moyens humains, nous pensons qu'il faut renforcer le dialogue social et la gestion professionnelle des emplois. Et sur le financement, nous pensons qu'il faut poser des objectifs clairs de rationalisation des dépenses, notamment pour tout ce qui concerne les critères d'attribution du Fonds national de solidarité et de péréquation dans le milieu agricole. C'est pour nous un élément tout à fait important. Et en raison des limites du financement de la TAT-FNB en termes d'équité et d'adaptation des ressources aux services rendus par les chambres, il faut que nous puissions regarder comment on peut peut-être avoir un autre mode de financement. Et là encore, il faut revenir sur les notions de comptabilité
qui sont les comptabilités analytiques qui, en matière de chambre d'agriculture, sont encore assez en retard. Je pense que vous avez constaté que ma collègue était passée aux chambres d'agriculture, donc je peux évoquer peut-être un tout petit peu quand même les chambres des métiers. Je voudrais quand même pas qu'on arrête sur les chambres de commerce sans dire que nous avons été très sensibilisés, c'est une question marginale, mais nous avons été très sensibilisés à l'expression des salariés et nous avons constaté qu'il y avait certainement une question de statut, ce sont des agents publics pour certains, et un travail complémentaire, parlementaire ou pas, ou réglementaire serait très intéressant. On ne peut pas occulter l'audition que nous avons eue. Je voudrais dire simplement sur les chambres de métiers, parce que c'est un réseau qui est extrêmement attachant, qui a été construit sur la structuration départementale. C'est un réseau qui a une forte concentration juridique, mais une organisation administrative très, très diverse. Et nous les encourageons à une plus grande intégration régionale. Je pense qu'ils seront satisfaits du fait que nous n'avons pas l'idée de fusionner. Nous, de même que pour le réseau des chambres, et c'est pour ça qu'on est passé assez vite des chambres de commerce, il faut absolument renforcer la tutelle. La situation financière des chambres d'agriculture, des chambres de métiers peut paraître dans certains départements préoccupante parce que le réseau des chambres de métiers dépend directement des subventions. Les subventions aux chambres de métiers, c'est 49% de leurs ressources. Donc, dans une période un petit peu difficile pour les pouvoirs publics, le préjudice est beaucoup plus important. Et il faut avoir peut-être un chiffre en tête, c'est-à-dire que 1 euro de taxe, puisque pour eux aussi, il y a une préconisation sur la baisse de taxes. 1 euro de taxe génère en général 1,80 euro de subvention. Donc, je pense que c'est une situation que nous devons avoir bien en tête. Voilà, je pense que... Alors, en conclusion, 7 propositions communes aux 3 réseaux. La première, mutualiser entre les réseaux des CCI et des chambres des métiers les missions standards aux entreprises, tout ce qui est évidemment CFE, création, formalité, transmission. La deuxième, encourager les partenariats entre réseaux afin de répartir leurs missions selon le principe de subsidiarité d'intervention, comme en matière de développement des actions pour lesquelles les CCI sont quand même mieux armés en termes de connaissance des marchés internationaux. La troisième, favoriser et généraliser les bonnes pratiques en matière de mutualisation des fonctions et des moyens entre les réseaux sous l'impulsion des têtes de réseau. Et on revient sur cette volonté de conforter les têtes de réseau pour impulser des démarches. La quatrième, ça fait très longtemps qu'on en parle et elle s'impose un peu plus chaque jour, c'est mettre en place un système intégré entre les chambres de commerce et d'industrie et le réseau des chambres métiers artisanat pour simplifier les formalités d'inscription au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés pour supprimer les doubles cotisations. Là aussi, on parle des entreprises et pour les entreprises, c'est un coût d'être à la fois au métier parce qu'on fait un brushing et à la CCI parce qu'on vend de la laque. Et j'exagère à peine, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et je pense que là-dessus, il faut quand même qu'on avance. Le cinquième point, c'est en matière d'apprentissage, élaborer en commun une carte des formations sous l'égide de la région et en lien avec l'éducation nationale, mettre à profit l'expertise de chaque réseau et favoriser le développement des formations interconsulaires. Et là, on retrouve toute l'approche financement. Il ne faudrait pas qu'un jour, on se déporte et qu'on voit que des CCI finançant moins, les coûts d'accès à la formation augmentent parce qu'à ce moment-là, ce sont les étudiants et leurs familles qui seraient perdants. Donc là, on a un système de vases communicants sur lequel il faut être vigilant. La sixième, c'est renforcer les relations avec la tutelle. Vous nous avez beaucoup entendu le dire, transmettre les données financières et engager un dialogue de gestion pour éviter les réductions arbitraires de ressources affectées. Et enfin, la septième, alors nous avons été assez créatifs, nous avons parlé d'une audition bilan, car nous ne voulons plus de rapports qui s'empilent sans être jamais utilisés, mais plutôt une audition sur finalement à la fois un point financier et un point sur la représentativité des différentes chambres, ce qui montrera quelle application et quel usage a pu être fait des travaux que nous vous présentons. Si j'ai 3 demandes d'intervention, peut-être davantage, voilà déjà 4 maintenant. Jean-Louis Gagnère.
Oui, dès qu'on parle des chambres, ça devient vite très très délicat. On a vu lors de la loi de finances la multitude d'amendements qui émanaient de tous les bancs, hein, ce qui veut dire que les élus sont assez sensibles sur ce qui se passe à côté de chez eux, en tout cas dans les chambres. Bon. La réalité, c'est que la ponction qui a été opérée sur 2015 a été globalement indolore. Et les représentants des chambres le reconnaissent en off, même s'ils ne le reconnaîtront jamais publiquement. Et en tout cas, cette ponction a eu un mérite, c'est qu'elle a forcé les réseaux consulaires à se poser les bonnes questions, à repenser les stratégies et à générer un certain nombre d'économies. Parce que la loi de 2010 a constitué un vrai progrès. Bon, Catherine Vautrin en était la rapporteure, ce n'était pas forcément simple, puisqu'il y avait des positions assez antagonistes dans l'exécutif à l'époque, entre ceux qui voulaient conserver les chambres et ceux qui voulaient les supprimer. Et donc, ça a au moins eu cette vertu. Et ça a eu cette vertu, mais ça n'est pas encore suffisant. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra quand même regarder précisément ce qu'est la masse salariale dans les chambres, surtout dans les chambres de commerce et d'industrie. Parce qu'on a des écarts de rémunération qui arrivent quand même, qui sont franchement indécents, et des niveaux de rémunération qui dépassent les niveaux de rémunération des TPG dans les régions. Et donc, les uns et les autres en conviennent, mais les présidents ne savent pas comment le résoudre. Et donc, peut-être que la tutelle, pour le coup, devrait imposer des plafonnements de rémunération et des grilles de rémunération, quelles que soient les proximités ou la taille des chambres, parce que ça n'est juste pas possible, et c'est de l'argent qui est quand même prélevé sur les entreprises. Sur la question, est-ce qu'il y a trop... Enfin, on a 3 réseaux, mais c'est en France, c'est comme les nombres de communes, hein, on aime bien la multiplication des systèmes. La réalité, c'est que dans les autres pays, il n'y en a qu'un, et que dans la réalité, les artisans et les commerçants sont beaucoup plus proches que les industriels. Et donc, cette question-là, elle est posée, et il faut essayer d'organiser la convergence. Et la convergence pour aller vers des fusions. Parce qu'au final, les entreprises, alors il y a double cotisation, double inscription, ça ne marche pas, c'est réellement pénible. Que dans la réalité sur le terrain, c'est que ce sont les chambres de commerce et d'industrie qui dominent le secteur, notamment sur les questions de relations, enfin d'accompagnement des entreprises à l'international. Et donc, il faut le faire, et c'est notre rôle de le faire. Dernière chose, si vous le permettez, les chambres sont aussi, elles reçoivent de l'argent des entreprises, elles vivent aussi beaucoup de subventions. Et ça doit être complètement intégré. Elles sont prestataires, souvent pour les collectivités territoriales, et notamment pour les régions. Et donc, ça doit être aussi apprécié dans les financements des chambres. Et ils ne peuvent pas mettre ça comme des recettes propres. Ce sont des fonds publics, notamment sur la question de la formation. Donc, il faut avoir une vision claire quand on parle des chambres, parce que là, on est dans une forme de poker menteur assez souvent, et que celles qui ont été le plus pénalisées, eh bien, ce sont celles qui, évidemment, n'avaient pas su anticiper les ponctions de l'État. Merci, Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les rapporteurs, pour ce rapport. Je voudrais réagir sur un point que vous avez chacune évoqué. Madame Rabin, vous avez indiqué pour les chambres le sentiment de ne pas être considérées et qu'elles souffraient d'un manque de reconnaissance. Et ça a été également corroboré par les propos de Madame Vautrin en disant qu'il fallait un dialogue nécessaire avec l'autorité de tutelle. Alors, c'est vrai que ce rapport, il a le mérite d'accorder, en tout cas au niveau du Parlement, une attention aux chambres de commerce, avec un état des lieux, un diagnostic et des propositions. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre aussi cette situation au niveau des chambres de commerce, parce que d'un côté, on leur accorde de l'importance au regard de ce rapport, et de l'autre côté, nous avons la diminution des dotations, des concours, la baisse le prélèvement sur les fonds de roulement, la baisse des taxes affectées, et finalement, on envoie des messages qui sont quand même contradictoires, et je pense qu'il faut bien prendre en compte ces messages contradictoires qui arrivent. Parce que si mon collègue qui s'exprimait avant indiquait que cela avait été indolore pour les chambres, ce ne l'a pas été pour toutes. Il y a quand même des chambres qui avaient des investissements qui étaient envisagés, en règle générale des investissements structurants, et qui aujourd'hui sont remis en cause. Donc on a de vraies interrogations au niveau des chambres. Je voudrais revenir sur un point, le point de divergence finalement qui est le seul dans ce rapport, en posant quelques questions. Parce que c'est vrai que nous sommes à un moment où nous recherchons à diminuer les dépenses de fonctionnement.
partout. C'est une réflexion qui existe au niveau des collectivités, qui existe au niveau de l'ensemble des entités publiques, semi-publiques. Et véritablement, est-ce que le point qui est évoqué d'affecter plus au niveau de la tête de réseau n'est pas contraire finalement à ce dispositif aujourd'hui qui est d'essayer de faire mieux avec moins? Voilà, c'est une question que je pose. Et une deuxième question au regard de ce même point, qui est que l'on cherche, alors il s'agit de savoir finalement si on cherche à décentraliser, à être au plus près des entreprises. Est-ce que c'est une volonté qui existe au niveau du mécanisme que l'on veut développer au niveau des chambres de commerce, ou est-ce qu'on essaie de centraliser, c'est-à-dire avoir des dispositifs qui s'éloignent des entreprises? Je crois que c'est un point qui est important, en tout cas dans ce que l'on veut faire, et après comment on le fait si on veut aller vers cette situation. Merci Alain Fauré. Oui, mesdames, merci pour l'exposé et les suggestions aussi que vous avez pu faire dans ce rapport. Dans la rationalisation, c'est vrai que nous pourrions aller plus loin. On a regardé, et le rapport était sur les chambres consulaires, chambres commerce industrie, etc. Mais il existe les pendants dans les collectivités territoriales, souvent qui accompagnent l'économie ou l'agriculture auprès des conseils départementaux, des conseils régionaux. C'est là aussi que nous aurions à travailler, c'est-à-dire donc avoir des personnes spécialisées, finalement, peut-être souvent avec un apport de conseils qui s'éloigne d'orientation politique. Et moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez d'éloigner et d'interdire le fait qu'un président d'une chambre consulaire soit un élu, c'est-à-dire maire ou conseiller départemental ou conseiller régional, ce qui éviterait peut-être d'ailleurs de faire que nous ayons les pendants qui aient été créés dans les entités citées, c'est-à-dire les collectivités comme les départements qui ont souvent créé leur Ariège expansion ou leur ceci ou cela, et donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que cela existe, et c'est ce qui crée souvent des points de blocage. Pour ce qui est de votre suggestion sur la mutualisation, cela a du sens sur un plan informatique, les standards, etc. Parce qu'en effet, ces chambres, il convient de les conserver. Elles apportent, que ce soit sur le plan de la formation, des conseils, de l'accompagnement dans le domaine agricole comme dans le domaine industriel, accompagnement à l'export. Il y a un savoir-faire. Il y a par contre une nécessité aussi à agrandir ces structures parce que sur des petits départements, ce n'est pas toujours facile pour qu'elles puissent avoir ces compétences. Et la notion de régionalisation avec des antennes, bien sûr, en local, me paraît être une bonne chose. Et je vous remercie des suggestions que vous avez pu faire à ce niveau-là. Christine Pires-Beaune et puis Yves Daniel pour conclure. Oui, merci. Moi, je voudrais également remercier Madame Vautrin et Madame Rabin pour ce rapport dont on prendra connaissance et qui nous aidera, j'en suis sûre, à répondre aux sollicitations dont nous sommes déjà saisis, notamment de CCI France ou de nos chambres respectives. Moi, je voudrais simplement dire que on ne peut pas les exonérer, les CCI, comme tous les opérateurs de l'État, de l'effort à poursuivre, puisque effectivement, cet effort doit être poursuivi par tous, et quand je dis par tous, l'État lui-même, bien sûr, la sécurité sociale, les opérateurs et les collectivités, puisqu'on demande aussi aux collectivités de poursuivre leur effort. Après, j'ai envie de dire, il y a effort et effort, c'est-à-dire que oui, il y a une péréquation, à une vraie péréquation, et moi je ne suis pas d'accord avec mon collègue Jean-Louis Gagnère sur la ponction indolore. Elle n'a pas été indolore pour tout le monde. Je voudrais simplement vous rappeler que sur la CCI du Puy-de-Dôme, le projet campus a été tout simplement abandonné, 700 000 € d'investis partis en fumée, tout simplement parce que oui, on n'avait pas anticipé la ponction, contrairement à d'autres. Yves Daniel. Oui, merci. Bonjour d'abord. Je veux aussi, donc moi, bien sûr, vous remercier pour ce travail et vous féliciter, qui est un travail intéressant. Je ne veux pas reprendre ce qui a été dit par les uns et les autres sur l'intérêt des recherches de mutualisation et des recherches au-delà du fait que moi j'aurais peut-être souhaité aller plus loin en matière de propositions concernant les fusions CCI, CMA.
Mais bien évidemment, ça ne peut pas se faire sans passer par des étapes. Donc, pour moi, je pense que ça peut rester un des objectifs et puis adapté sans doute au territoire. Je veux aussi appuyer ce que disait notre collègue tout à l'heure concernant une analyse plus précise des salaires dans les différentes chambres consulaires. Et puis, je voudrais m'attarder un petit peu plus sur ce que j'appelle les doublons, les besoins de coordination entre les différentes prestations, entre les différents services qui sont proposés sur le terrain. Et je prendrai plus particulièrement ce qui concerne les chambres d'agriculture, parce qu'autour des chambres d'agriculture et des services proposés, il y a de nombreux autres organismes qui proposent aussi des services techniques, des services de conseil, des services de formation. Je pense donc au groupement d'agriculture biologique, je pense au CIVAM, je pense aux organismes de défense sanitaire, etc. Donc organismes techniques, y compris d'ailleurs des coopératives qui proposent également un certain nombre de services. Et je me dis tout simplement, à la lecture du rapport que j'ai peut-être fait un peu rapidement, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une analyse complémentaire justement pour mesurer également comment on pourrait faire des économies qui pourraient être, je pense, substantielles en mutualisant aussi ces services-là et surtout en organisant la coordination. Donc, il est intéressant de parler de recherche de mutualisation et de coordination entre les chambres consulaires, mais aussi sans doute avec les autres organismes. Et je n'ai pas trouvé suffisamment dans ce rapport peut-être une orientation à donner quant à une étude plus précise concernant ce sujet. Merci. Il me reste, avant de vous passer la parole pour les réponses, à me joindre aux remerciements, félicitations de nos collègues sur ce travail qui va alimenter un débat qui est devant nous. Commencer la prochaine loi de finances, projet de loi de finances, comme vous l'indiquez dans votre rapport, et c'est le seul point sur lequel j'interviendrai, et cela ne vous étonnera pas, montre que la première vertu des mesures de diminution des ressources et d'une manière générale d'obliger à traiter des problèmes sous-jacents que tout le monde connaît parfaitement, mais personne ne veut voir. Donc ça vaut pour les chambres consulaires, comme cela vaut, et je me tourne vers Christine Pérez-Beaune qui y travaille, pour les collectivités locales. Donc c'est peut-être une preuve par l'absurde, mais nous sommes aujourd'hui confrontés à cette exigence de baisse de la dépense publique, de baisse des prélèvements obligatoires, de rationalisation de cette dépense publique. Et au fond, je fais le parallèle, parce que, indépendamment que je vous indique expliquer qu'il ne faudrait pas inscrire les opérateurs de l'État dans la trajectoire de l'État et des collectivités locales de participation au redressement des finances publiques. C'est difficile de faire 50 milliards. Ça sera encore plus difficile d'ailleurs d'en faire 100. Donc, je crois que ça n'est pas possible. Et donc, par conséquent, il y a des éléments dans votre rapport où, effectivement, à défaut de préconiser une fusion, par exemple, immédiate des deux réseaux, parfois sur le terrain, ceux qui y sont très près, et beaucoup d'élus y sont très près, comme vous, connaissent parfaitement les arcanes de différenciation entre la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier. Depuis près de 20 ans, président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, je dois vous dire que je vois bien quelle est la culture des personnes qui sont dirigeantes dans les deux cas. J'ai des sujets qu'on confond parfois avec la belle de la taxe de fonctionnement des organismes, qui sont les modalités de redéploiement du financement des centres d'apprentissage. Parce que je risque d'en avoir un pour lequel la CCI de Paris va considérer que la poursuite de la baisse de la taxe va le conduire à fermer un CFA, qui lui-même est dans un état déplorable, qui supposerait de revoir la carte à l'ensemble du département. Dans le même temps, j'ai la Chambre des métiers qui va m'en ouvrir un sur des métiers qui ne sont pas forcément... J'ai du mal à comprendre pourquoi ça relève de l'un et pas de l'autre. Et au total, je pense que je vais avoir un problème politique à Cergy-Pontoise, alors que je vais avoir un CFA 9 sur des métiers qui correspondent parfaitement à ce que demandent les jeunes. Donc je crois que là aussi, pour insister sur ce qu'on dit d'autres, on poursuivra le débat, mais comme il y a quand même peu de chances
que cela ne se poursuive pas, ça va mettre avec encore plus d'acuité le focus sur les questions de la réorganisation du réseau, de leur mutualisation déjà interne, puisque en fait les situations sont très très inégales suivant les territoires, mais également la mutualisation des deux réseaux, au moins des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, et sans vouloir paraphraser l'auteur d'une très belle phrase que j'ai écoutée la semaine dernière, comme chacun sait que la dispersion peut conduire à la disparition, si aujourd'hui vos interlocuteurs que vous avez auditionnés n'ont pas une claire conscience de ça, au-delà de l'attachement à ce qui existe, au territoire particulier, et ne prennent pas eux-mêmes en charge cette question. On a le même problème avec les collectivités locales. Le CFL ne prend pas en charge à un moment la question de la péréquation et de la répartition. Les ressources sont limitées et on se retrouve effectivement, et tous sont toujours les mêmes à la fin, qui seront les perdants. Donc vous le dites d'une certaine manière, vous dites aussi qu'il faudrait éviter ça. Comme je pense que ça va se poursuivre, on voit bien que les conclusions qu'il va falloir en tirer, réorganisation, mutualisation, restructuration, expérimentation de fusion, de rapprochement, parce que je pense que quand on aura montré que dans telles circonstances locales, ça se permet et ça se passe bien au bénéfice de tout le monde, et que les entreprises, les PME, les ETI n'écrasent pas dans cette affaire les artisans et les commerçants, on a une meilleure rationalisation de l'appareil de formation, puisque là où souvent la menace vient, c'est je vais vous fermer un CFA, je vais vous fermer ci, je vais vous fermer là. Je pense qu'on avancera. Voilà, si vous voulez bien répondre aux uns et aux autres. Donc moi je voudrais vraiment rappeler que en France on a quand même un souci sur la place des réseaux intermédiaires, enfin des corps intermédiaires, et les chambres, nous avons à les reconnaître et à les valoriser parce que c'est le seul réseau par lequel nous pouvons, nous, le pouvoir public, par exemple, nous adresser aux entreprises. Je pense qu'ils ont vraiment un rôle qui mérite, là, d'être valorisé. D'où cette nécessité vraiment d'apporter de la reconnaissance. Je sais que c'est difficile à entendre et comprendre parce que, comme le président l'a dit tout à l'heure, il y a une très grande diversité. On l'a vu puisqu'on a été obligé de rajouter sans cesse des auditions parce que chaque chambre qui suivait les débats ne se sentait pas forcément tout à fait représentée à l'audition d'avant. Donc ils avaient vraiment une grande volonté d'être chacun entendu. Et c'est la raison aussi pour laquelle les élus, et on va le voir encore dans le débat à venir, ont une approche qui peut être un peu différente. Alors moi, ce que je crois, c'est que quand même à travers le travail que nous avons fait, nous sentons bien que nous allons vers un dialogue beaucoup plus adulte que ce que nous avons pu vivre l'année dernière à l'occasion de la loi de finances. Alors je suis d'accord avec vous, Madame Louwagie, il ne suffit pas de dire que les chambres, vous êtes nos interlocuteurs, on a besoin de vous, il faut, enfin ça se mesure aussi en espèces sonnantes et trébuchantes. Et il est quand même vrai que ça n'a pas été indolore. Là, je réponds à M. Gagnard qui est parti. Ça n'a pas été indolore puisque c'est 349 millions d'euros qui ont l'estimation des investissements qui n'a pas été fait. Donc, c'est un chiffre à vérifier. C'est le chiffre qui nous a été apporté par les chambres elles-mêmes. Donc, ça n'a pas été indolore, c'est vrai. Mais je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit par d'autres, c'est-à-dire que ça permet, Madame Vautrin le disait dès l'introduction, d'avoir un meilleur dialogue pour essayer de trouver des économies d'échelle. Mais faire des économies d'échelle, ça nécessite du temps. Et dans un premier temps, il y a plus de dépenses. Donc, on est quand même conscient de ça. Moi, je voudrais quand même dire aussi qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts, c'est certain, sur les ressources humaines. Puisque j'ai oublié le pourcentage, mais en baissant de 21%, je crois, les effectifs des chambres en 10 ans, il y a quand même eu un surcroît de dépenses de plus de 15%. Donc on voit bien qu'on est dans des équilibres qui n'ont pas été trouvés. Il n'y a pas eu suffisamment de travail qui a été fait de ce point de vue-là. Alors,
Je voudrais maintenant dire que si on doit être attentif aux moyens des chambres, je veux pour la 1e fois rappeler que la taxe pour frais de chambre n'est pas le seul moyen ça n'est pas le seul moyen, c'est d'abord les activités marchandes. Et là, c'est là que la diversité des chambres entre en jeu, puisque certains... moi, il y a une chambre, j'étais très sensible, et dit mais moi je n'ai ni port ni aéroport, je n'ai rien à gérer. Donc évidemment, c'est là tout l'intérêt d'un fonds de péréquation, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et sur les économies à réaliser, tout le monde n'est pas non plus logé à la même enseigne, parce que certains ont entamé leur mutation il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, et ceux-là sont sur des économies ils ont aujourd'hui des dépenses qui sont presque incompressibles, alors que d'autres ont de très grandes marges de manœuvre. Je voudrais, pour terminer, faire un peu un focus sur l'agriculture, parce que ce qui a été dit est juste. Il y a des doublons, il y a beaucoup d'organismes, ça a été dit, nous on ne l'a pas dit là, tout à fait dans notre institution de manière forte, mais on le dit dans le rapport qu'il faut faire attention à ça. Et moi, quelque chose qu'on n'a pas non plus dit, c'est que nous allons être attentifs effectivement à la concordance avec la loi NOTRe, la réorganisation de la République à travers ces grandes régions. Et ce que certains syndicats agricoles regrettent, c'est que la représentativité de certains syndicats va se trouver affaiblie dans les très grandes régions, et je pense qu'il y aura là une discussion à avoir. On a été certainement beaucoup moins loin sur les chambres d'agriculture, que les gouvernements successifs et les parlements successifs hésitent on hésite à se saisir vraiment de la question des chambres d'agriculture pour des raisons qui sont un peu évidentes. C'est une chambre consulaire, mais qui ne fonctionne pas tout à fait comme les 2 autres. Donc c'est un chantier nouveau, peut-être pour un autre type de rapport. Merci, Monsieur le Président. Je vais être extrêmement rapide en m'associant aux commentaires de ma collègue et en disant que notre collègue a raison sur le problème agricole. Pour autant, on était un peu en dehors du corps de la mission, puisque là, regarder en fait tout ce qui tourne autour des chambres d'agriculture aurait conduit à vraiment se plonger sur l'ensemble de l'activité agricole. C'était pas tout à fait la mission et la feuille de route que nous avions. Moi, en conclusion générale, je voudrais dire globalement 3 choses. La première, c'est que je partage l'avis de Madame Pires-Beaune. Ça n'a pas été indolore, c'est une évidence absolue. Certains ont anticipé, d'autres pas. À un moment où, pour autant, on parle de l'engagement qu'on doit avoir sur les travaux publics, le bâtiment, etc., je pense qu'il est important que chacun puisse fixer des priorités pour que certains chantiers puissent aboutir quand même. Et je pense qu'on a une mission d'équipement de notre pays qui ne doit pas, quelque part, souffrir de cela, d'où la nécessité d'une évolution. Et Monsieur le Président, cette évolution, je partage votre analyse pour dire qu'effectivement, elle conduit à finalement un sujet sur lequel on tourne et on retourne, qui est celui de la réorganisation des différents réseaux, celle de la mutualisation. Elle ouvre bien sûr la porte de la mutualisation et de l'expérimentation, mais elle ouvre aussi une autre porte, c'est la rationalisation de tous les acteurs. Parce qu'on ne peut pas dire que les chambres de commerce sont les seules à être en contact avec les entreprises. Les agences en tout genre financées par les collectivités ont par définition, a priori, un peu la même mission. Là aussi, c'est de l'argent public et là aussi, ça mérite d'être regardé. Et on a pu voir et entendre des expérimentations qui ont été faites entre certaines collectivités et certaines chambres qui, à mon avis, sont des voies d'avenir sur lesquelles il faut qu'on puisse avancer. Parce que le chapeau commun, c'est que quelque part, nous cherchons à baisser la dépense publique, nous cherchons aussi à baisser les charges des entreprises et quand même le financement des chambres de... C'est essentiellement de l'argent des entreprises. Donc derrière, c'est de l'emploi potentiel. Et c'est pour ça que ça mérite de la rationalisation. Très bien, merci. Je propose donc à la Commission, au vu de l'intérêt du sujet, de son actualité, puisque nous en débattrons dans le cadre du projet de loi de finances, notamment à l'occasion des débats sur le plafonnement des taxes, sur lequel je pense qu'effectivement, ce que vous indiquez dans le rapport risque de se concrétiser lors du dépôt du projet de loi de finances du gouvernement, alors que pour les chambres de métiers d'agriculture, il me semble que les choses se font différemment. La qualité des travaux qui vont alimenter et nous permettre de poursuivre ces débats, et vous avez raison de le dire, Madame la Présidente, avec l'ensemble des acteurs qui ont chacun leur point d'entrée, leur logique et leurs préoccupations. Je retiens aussi ce qui est dit par Monique Rabin sur ce que présente comme
tissu de corps intermédiaires, les gens qui s'investissent. Mais enfin, c'est vrai que parfois, comme on finit par nous-mêmes créer des emplois pour coordonner tous ceux qui s'occupent de la même chose, peut-être qu'on peut regarder les choses différemment. Donc, merci à tous. Il n'y a évidemment pas d'opposition sur la publication de ce rapport réalisé dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle. Je vous remercie. Notre prochaine commission des finances, c'est mardi prochain. Audition de Monsieur Noyer, qui est candidat, enfin qui est proposé par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, que je représente aujourd'hui, mais qui n'est évidemment pas moi, à un poste au Haut Conseil des finances publiques. Merci.